Il est temps pour les animaux diurnes de se retirer dans les cavités et les interstices du récif. Place à la relève. Des paupières dentelées camouflent les grands yeux du poisson crocodile. Tapi au fond de l'eau, immobile, il est à l'affût. La nuit aussi, les modes de camouflage des habitants des fonds laissent une grande part à l'imagination. Le poisson-pierre est maître en la matière. Certains poissons diurnes n'ont toujours pas trouvé un emplacement où passer la nuit. Leur couleur vive semble inappropriée. D'autres animaux, comme le fusilier, ont trouvé la parade. Ils changent simplement de couleur la nuit. Le poisson-globe a également ce don. Le poisson-perroquet tisse chaque nuit un cocon de mucus transparent qui le protège. Chaque espèce a développé une manière bien à elle de se protéger des prédateurs. Et c'est un facteur important de l'évolution des espèces. Quand le jour pointe son nez, les bancs se reforment. Les prédateurs ne sont pas loin. Parmi eux, de nombreux requins et des thons. Les courants qui baignent la région ne font pas qu'acheminer des nutriments. Sans doute arrachée par un typhon sur une côte lointaine, cette racine de palmier a accompli un long voyage. Des déchets aussi ont trouvé le chemin du royaume des 4 rois. Et ils voyagent rarement seuls. Ces épaves flottantes abritent de nombreux animaux marins. Ces passagers clandestins voyagent parfois sur de longues distances et vont ainsi loin de chez eux enrichir la biodiversité de la région. Les plongeurs profitent du spectacle. Les poissons chauves-souris évitent en général de s'aventurer en haute mer. Mais au milieu de ces épaves flottantes, ils ont l'âme conquérante. Il arrive que des communautés entières partent pour le grand voyage. Des poissons-grenouilles et des crabes profitent de la sargasse, une algue flottante, pour voyager. Voilà l'un des animaux les plus imposants du royaume des 4 rois, la raie manta. Cette raie, qui peut atteindre 5 mètres de circonférence, se nourrit de plancton et de petits poissons. Ses eaux riches lui conviennent donc parfaitement. Contrairement à la plupart des autres raies, la raie manta ne vit pas au sol, mais vole dans la mer grâce à 2 grandes nageoires qui font office d'ailes. 2 appendices souples au niveau des yeux lui permettent de canaliser vers sa bouche l'eau qu'elle va ensuite filtrer pour y trouver de la nourriture. Les raies mantas sont des animaux de haute mer, mais de temps en temps, elles interrompent leur vol majestueux pour plonger dans le récif. En fait, c'est à la station de lavage que se rend cette raie.
Des colonnes entières d'ouvriers spécialisés, des labres nettoyeurs, se mettent au travail. La raie manta ferme sa gueule. Cela ne signifie pas pour autant la mort des petits collecteurs de parasites. Ils peuvent survivre un moment dans la grande cavité buccale de la raie. Tous les petits poissons qui entourent l'énorme raie ne sont pas aussi assidus au travail. Des rémoras ont pris leurs aises près des yeux de leur hôte. À l'aide d'une ventouse, ils s'accrochent à la raie et se laissent tranquillement promener. Les raies sont une des attractions de Raja Ampat. Otto, le directeur de plongée, emmène souvent des touristes voir ces géants des mers. Les centres de plongée vivent en grande partie de ces touristes, même si le tourisme n'est pas très développé à Raja Ampat. La population locale vit encore de façon traditionnelle. Les hommes pêchent surtout pour nourrir leur famille, à l'aide de cannes à pêche et de filets. Un harpon est signe de modernité. Mais même ici, l'époque où les hommes ne prélevaient dans la mer que ce dont ils avaient besoin semble peu à peu révolue. La grande majorité des insulaires continuent d'exercer des métiers traditionnels. Ici, les hommes savent encore travailler le bois sans exploiter les forêts. Mais les multinationales du bois ont elles aussi découvert les richesses de l'île. Elles mettent des tronçonneuses à disposition des habitants et leur promettent de l'argent facile. Rares sont les insulaires qui savent que le pillage de la forêt représente une menace pour eux. La déforestation entraîne de l'érosion. Lors des pluies, des coulées de boue glissent dans la mer et étouffent toute vie dans le récif. Le Pacifique indien et ses habitants ne sont plus épargnés par le pillage des ressources. En Asie, la soupe d'ailerons de requin est considérée comme un mets très raffiné. Les ailerons de requin se négocient à prix d'or. Des commerçants ont promis de bons salaires à ces pêcheurs qui, du coup, se spécialisent dans la pêche aux requins. Le mérou permettra de nourrir la famille. Ce n'est pas le cas du requin soyeux qu'a attrapé son voisin. Pour éviter d'être mordu, le pêcheur assomme l'animal. Les pêcheurs pratiquent le shark finning. C'est une pêche absurde et cruelle qui consiste à massacrer les requins pour leurs seuls ailerons. Très répandue dans toutes les mers du Sud, cette pêche a désormais atteint Raja Ampat. Les ailerons sont coupés et le reste du corps est rejeté à la mer. En raison du shark finning, plusieurs espèces de requins de l'océan Pacifique sont aujourd'hui menacées d'extinction. La pêche d'autres poissons promet elle aussi des gains importants. Un négociant de Sulawesi, la grande île voisine à l'ouest de Raja Ampat, a installé un enclos rudimentaire. Les pêcheurs viennent y livrer leurs prises. Sous l'eau, une vision d'horreur s'offre aux plongeurs. Des poissons Napoléon et des mérous sont entassés dans des filets durant de longues semaines. Seul le courant les maintient en vie.
Les pêcheurs locaux sont payés entre 10 et 30 euros par poisson. Une véritable fortune. Toutes les 3 semaines, un bateau de Sulawesi vient récupérer le butin. Le bateau passe par environ 600 îlots lors de sa tournée. Le poisson sera revendu 3 fois plus cher sur les marchés de Hong Kong, de Pékin ou de Singapour. Petit à petit, les pêcheurs de Sulawesi prennent d'assaut les eaux de Raja Ampat. Cela va des grands tonniers aux pêcheurs itinérants qui, durant la saison sèche, viennent s'installer sur les côtes de Raja Ampat. Ils habitent de simples cabanes sur pilotis et se sont spécialisés dans la pêche à la sardine. Ils en pêchent 14 000 tonnes par saison, pour l'instant. Car ici aussi, les stocks commencent à baisser. Et cela ne concerne pas que les sardines. De plus en plus de gens sont attirés par cet archipel fabuleux. La frontière entre exploitation durable des ressources et pillage tend à disparaître. Max Hammer, l'expert en plongée, est persuadé que l'aide des habitants des îles est indispensable pour protéger les eaux et les forêts de l'archipel. Soutenu par l'ONG Conservation International, il veut aider les insulaires à utiliser les ressources de la nature tout en la préservant. Aujourd'hui, une spécialiste des questions d'hygiène vient analyser l'eau du puits du village. Car une eau propre est le bien le plus précieux que peut offrir la nature. Sur ce bateau-école, qui appartient à l'ONG, les enfants apprennent d'où vient l'eau. Le Calabia, dont l'emblème est le requin marcheur, fait régulièrement halte dans plus de 80 villages de la région. Suivant l'adage « on ne protège que ce qu'on aime et on n'aime que ce que l'on connaît », ces militants de la cause environnementale se sont faits professeurs. Ils expliquent aux enfants le monde dans lequel ils vivent. Nous voulons amener la population locale à protéger sa nature des influences extrêmes de l'extérieur, car elles s'avèrent négatives pour l'environnement dans la région. Et l'ONG semble être entendue. Plusieurs conseils de sages ont déclaré certains récifs zones tabous. Pour Mark Erdman et les autres, cette tradition très ancienne est une chance pour l'environnement. En travaillant de concert avec les insulaires, ils espèrent assurer l'avenir des pêcheurs et des poissons. La richesse des espèces n'a rien de superflu. De l'algue à la raie manta, toutes ont un rôle à jouer dans l'écosystème de la planète. Le secret de la vie réside dans cet équilibre fragile entre les espèces. Et pas seulement ici, dans le paradis corallien de Raja Ampat.